Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? La douleur, on peut essayer de la comprendre, mais si on ne la ressent pas, on ne saura jamais ce qu'endurent ces femmes atteintes d'endométriose. Aujourd'hui, Tatiana nous dira comment elle vit la maladie, de son combat, mais surtout de ses victoires. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown-Shogun, touche-à-tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Tatiana, merci de prendre cette pause avec moi. Bonjour Tia, ça va? Moi ça va super, et toi? Ça va, franchement ça va. Alors, la première question, je pense que ce sera la plus compliquée de toutes les questions. Tu es plutôt thé ou café? Définitivement, je suis thé. D'accord, pas du tout de café. Pas du tout de café. D'accord, donc aujourd'hui avec toi, ce sera une pause thé. D'accord, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, pour me présenter, Tia, je dirais plutôt que je suis quelqu'un de passionné, un peu multifonction. J'ai d'abord fait des études de styliste pour en faire ensuite mon métier. Et puis, j'ai travaillé pendant environ 10 ans dans l'industrie de la mode et du luxe, tout en exerçant le métier de personal shopper. Et c'est à travers ce métier que je me suis découvert une vraie passion pour le conseil personnalisé, le fait d'aller au bout des choses. C'est aussi dans la même optique que je me suis formée il y a 6 ans au métier de maquilleuse professionnelle à la Make Up Forever Academy et plus récemment au métier de conseiller en images. Et ce qui était pour moi qu'une suite logique, mais surtout qui validait un métier reconnu, un diplôme, un accomplissement. Voilà. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur et je vis de mes passions et c'est tout ce qui compte en fait. C'est clair. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, tu es conseillère en images et personal shopper, c'est ça? Voilà. Enfin, j'utilise toutes mes casquettes pour être complète en fait, donc maquilleuse professionnelle, conseillère en images et personal shopper. Mais le personal shopping entre souvent en contact avec le conseiller en images, mais il peut être dissocié parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas en fait avoir de conseiller en images, qui veulent juste un accompagnement shopping. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler de quelque chose que tu vis, avec lequel tu vis depuis des années, c'est l'endométriose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Alors, l'endométriose, comment définir cette maladie? Elle est invisible pour la plupart parce que c'est quelque chose qui est un petit peu pas tabou, mais oui, parce qu'elle touche en fait une partie elle est souvent associée à une partie qui est dite sensible chez la femme, c'est-à-dire les menstruations, mais elle n'est pas que ça. C'est une maladie qui est sournoise et parce qu'elle prévient pas. Elle prévient pas quand elle arrive et elle touche, et elle handicape beaucoup de femmes aujourd'hui. Elle a été pendant quand même longtemps inconnue du grand public et aujourd'hui les gens découvrent, se questionnent, se renseignent. La médecine avance, on en parle un peu plus parce qu'il y a eu des personnes un peu connues, des personnages publics comme Elona Malagry qui en a parlé. Exactement. Voilà. Exactement. Néanmoins, entre personnes atteintes d'endométriose, on l'appelle un peu le cancer qui ne se guérit pas parce que c'est vrai que c'est une maladie qui ne se guérit pas. La médecine avance, mais pour l'instant, elle n'est pas encore à la pointe concernant cette pathologie. Ouais. Et ce que j'ai lu, c'est que ce qui est compliqué avec cette maladie, c'est qu'elle est difficile à identifier parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'endométriose. Et est-ce que tu penses que les soins apportés, justement, sont compliqués à avoir parce qu'on ne sait pas quelle endométriose a chaque femme? Je pense que c'est ça. Parce que déjà, le problème, c'est que l'endométriose, on ne sait jamais où aller chercher parce que les médecins, généralement, ils associent endométriose avec menstruation. Donc, ils disent s'il y a de l'endométriose, c'est forcément dans l'utérus. Sauf que non. Ça peut être ailleurs.
En fait, l'endométriose, ça fait comme une toile d'araignée qui se propage partout. Donc, elle peut être partout. On peut avoir des adhérences sur les intestins, sur le côlon. Elle peut être plus haut. Il y a des gens qui ont de l'endométriose au niveau des sinus. Donc, c'est vraiment... c'est ça qui est difficile, en fait. C'est qu'on peut en être atteint et les médecins peuvent chercher pendant des années, mais pas trouver où se trouve, on est atteint, où se trouvent les adhérences. Que c'est vraiment des adhérences, un peu comme une glu qui se colle un peu partout. Et, c'est ça surtout la difficulté, c'est de trouver où elle se trouve. D'accord. Au plus loin que tu te souviennes, comment as-tu réalisé que quelque chose n'allait pas par rapport à cette maladie? À vrai dire, je me suis jamais posé la question plus tôt. J'ai eu une menstruation très jeune. Je crois que j'avais 11 ans et demi ou 12 ans. Dès le départ, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal et c'était compliqué parce que les gens ne comprenaient pas que j'ai autant mal. C'est-à-dire que je vomissais, j'avais des règles très abondantes. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dû avoir ma jupe tachée, parce que j'étais en Martinique et qu'on avait des uniformes. Ouais. J'allais souvent à l'infirmerie, je vomissais. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très douloureux. Et en fait, comme dans ma famille, ma mère, ma tante avaient également des règles douloureuses, pour moi, c'était un petit peu comme si c'était héréditaire, de mère en fille. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose de génétique, c'est ma famille, on a des règles douloureuses, c'est comme ça. Et puis, l'endométriose, j'en ai entendu parler récemment, ça fait peut-être 6 ans. 6 ans parce que, en 2012, j'ai eu des tumeurs à l'utérus, je me suis fait opérer. J'ai été en ménopause artificielle pendant plus d'1 an et demi, où j'ai pas eu de douleur. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Et là, j'ai flippé parce que j'avais été vraiment très traumatisée par les tumeurs que j'avais eues à l'utérus précédemment. Ouais. Où pendant 6 mois, j'ai souffert et je perdais énormément de sang, ce qui faisait qu'on a dû retarder et repousser 3 fois l'opération jusqu'à ce que mon taux de globules rouges remonte, mon taux de fer aussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher. Et j'ai commencé en ayant à nouveau des fibromes. Et c'est là que le médecin il a commencé à s'inquiéter parce que ça revenait très vite en fait. D'accord. Et c'est là que vous avez pu mettre un mot sur ce que tu avais. Ils n'ont pas tout de suite mis ce mot-là. D'accord. Ils n'ont pas tout de suite mis ce mot-là parce que j'ai d'abord eu des fibromes. Souvent, c'est ça. Les femmes qui sont atteintes d'endométriose ont souvent des utérus fibromateux. Donc, souvent, ça commence par ça. Et puis, au début, quand j'ai commencé à me poser des questions, c'est parce que les gens commençaient à en parler. Et j'ai eu des médecins qui m'ont dit non, c'est pas ça. Il y en a qui n'y croyaient pas du tout. Donc, du coup, j'ai dû avoir plus de consultations. Et c'est en retournant en Martinique, parce que depuis, je vis au Luxembourg, que mon médecin qui m'avait opéré des fibromes en 2012 a demandé que je voie une spécialiste. C'était comment ça s'appelle, une spécialiste qui était dans son cabinet d'à côté, qui elle a vu que j'avais d'abord de l'adénomiose. Et en voyant l'adénomiose, m'a demandé de faire une IRM et c'est là qu'on a vu que j'avais de l'endométriose et que le stade était déjà avancé. Mais au début, il pensait que ça ne pouvait pas être ça puisqu'il m'avait, entre guillemets, remis l'utérus à neuf en 2013 et c'était que 2 ans et demi plus tard. Donc pour eux, c'était trop vite. Pour eux, une maladie ne pouvait pas survenir aussi vite. Mais en fait, si. Ouais. Comment à l'époque, quand tu ne savais pas ce que tu avais, comment tu gérais la douleur? Parce que c'est compliqué, t'as mal, t'as hyper mal. Est-ce que toi, t'étais vraiment focus? J'ai des règles douloureuses, donc ça ne peut être que ça. Ou est-ce que tu essayais quand même autre chose? En fait, j'ai pas compris d'où provenaient mes douleurs, puisque en fait, quand j'ai été opérée en 2012 des tumeurs à l'utérus, elles étaient grosses et en fait, du coup, j'avais eu une remontée des organes, vessie compressée, des poches de pus à l'intérieur. Enfin, il m'a fait un nettoyage. D'ailleurs, au début, il m'avait dit qu'il m'enlevait tout. Et j'ai eu une telle crise de larmes qu'il m'avait dit je pourrais voir quelle ouverture commencer à l'intérieur. Et c'est parce qu'en fait, il y avait eu tellement de dégâts qu'il m'a dit écoute, là, on va mettre ton utérus en mode off. Donc, ménopause artificielle. Et là, je l'ai très mal vécu puisque il m'avait dit tu as une ménopause artificielle, tu vas prendre entre 10 et
15 kilos peut-être. J'en ai pris 17. Je suis passée de 50 à 67 kilos, donc pour moi, c'était horrible. Mais c'est surtout qu'après l'opération, je n'ai plus eu de règles douloureuses. En fait, quand elles sont revenues, j'ai eu un peu mal, mais c'était à des années-lumière de ce que je vivais depuis 27 ans. Donc, du coup, les douleurs endométrieuses sont arrivées hors règle. Et du coup, je ne savais... Enfin, c'était vraiment... mais qu'est-ce que c'est que ça? Quelles sont ces douleurs? Parce que j'avais pas les douleurs habituelles. J'étais habituée et conditionnée à avoir des règles douloureuses, à venir, être pliée en 4, à avoir des règles qui durent 7 jours. Et là, j'avais des règles qui duraient 4 jours, 5 jours, mais pas douloureuses. Par contre, hors règle, je morflais. C'est ça qui est bizarre quand même. Exactement. C'est que j'ai pas compris. Et donc, du coup, je l'ai très mal accueilli. Et je trouvais ça, j'ai trouvé ça pas juste. Bah, c'est normal. Mais tu te soignais comment à l'époque? Tu prenais quoi? Tu prenais beaucoup de médicaments ou Ben en fait, oui, parce qu'après avoir eu des tumeurs, la ménopause artificielle, j'avais un traitement lourd, d'ailleurs que je ne supportais pas. Donc il fallait que je vive avec les effets indésirables parce que j'ai beaucoup d'interactions médicamenteuses. Par exemple, je suis allergique codéine, aspirine, ibuprofène, donc tout ce qui est antidouleur. Donc généralement, j'avais des traitements un petit peu, comment dire ça, un peu traficotés, que les médecins essaient de me trouver. Mais à chaque fois, je développais tous les symptômes, toutes les interactions médicalogiques. C'est-à-dire que s'il y avait marqué effets secondaires, nausées, c'est sûr que je les avais, diarrhée, c'est sûr que je les avais. Donc pendant 1 an et demi, j'ai supporté. Et un jour, j'ai appelé mon médecin. Je me rappelle, j'étais à mon travail et je lui ai dit j'arrête tout. J'arrête tout, je veux plus avoir autant d'effets secondaires et être malade à mon travail. Des fois que j'ai dû fermer la boutique parce que je vomissais. Donc, et c'est là que j'ai décidé, ça devait être en 2015, 2016, de commencer à chercher, me renseigner comment me soigner naturellement. C'est arrivé comme ça. Et depuis, tu te soignes naturellement? Totalement. Enfin, non, je mens. Quand je suis en crise extrême, j'avoue, je prends un peu un antagonisme, mais c'est quelque chose qui est fort et qui a tendance à décaper l'estomac. Donc, j'essaie d'en prendre le moins possible. Mais voilà, j'ai commencé à me renseigner, à me soigner naturellement. Après, mon médecin, je l'ai vu l'été 2017, il m'a dit écoute, Tatiana, j'espère que tu as retiré tout ce qui est lactose, gluten, etc., parce que ça crée des adhérences. Ça, j'avais déjà fait cette démarche-là, mais c'est vrai que des fois, je me disais, ça va, une fois, ça va pas me faire de mal. Sauf que non. Un écart. Ça passe pas. Ça se répercute peut-être pas le jour même, mais 2-3 jours après, où je suis pliée dans mon lit. Mais au début, je faisais pas du tout la corrélation, puisque ça arrive que 2-3 jours après. Ouais. Et les produits naturels que tu prends pour te soulager, c'est quoi? Alors, vraiment, la base dans mon alimentation, de ma façon de me soigner, au début, je faisais beaucoup d'infusions avec du curcuma, de poivre et de persil. Ça, je prenais ça tous les matins. Et je restais le maximum à jeun en ne buvant que ça pendant toute une matinée. C'est-à-dire que de mon lever jusqu'à 14 heures, je ne mangeais rien. Je ne buvais que ça. Et c'est vrai que ça m'aidait énormément. Énormément. Je crois que je me soigne essentiellement grâce aux infusions de curcuma. Et puis, je me soigne en enlevant plein d'aliments. En fait, j'écoute mon corps maintenant et je vois les aliments avec lesquels mon corps réagit bien et ceux avec lesquels il réagit moins bien. Et des fois, même dans les aliments sains, mon corps réagit pas bien. Par exemple, quelque chose tout bête comme le poivron, mon corps réagit pas bien. Puis, je me renseigne. J'ai retiré le maïs de mon alimentation alors que le maïs, c'est rien d'exceptionnel. C'est pas du gluten, c'est pas du lactose, mais c'est inflammatoire. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un peu la chasse aux perturbateurs endocriniens, aux ingrédients inflammatoires. Enfin, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes, par contre, sur Facebook et sur Internet, où il y a des nanas qui, elles ont poussé la recherche et du coup, qui m'a vachement aidée. Ça m'a vraiment vachement aidée parce qu'au début, c'est le feu intergalactique, quoi. Je sais pas quoi manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Je vois qu'il faut que j'enlève ça. Je me dis, ah non. Et puis surtout que, à l'époque, j'avais déjà quand même 30 ans, mais même, je suis une gourmande, je suis vraiment épicurienne et gourmande. Et me retirer autant d'aliments, clairement, j'avais pas envie, quoi. C'est compliqué. J'avais pas envie d'enlever autant de choses. Et surtout, je n'avais surtout pas envie
de faire autant de choses. Je voyais qu'elle faisait un tas de trucs à la maison, acheter des farines sans gluten, du riz, des machins, pour refaire des gâteaux. Et ça, j'avais pas envie. J'avais pas envie de passer des heures en cuisine pour remplacer des choses qu'il suffit que j'aille au supermarché et que j'achète. Après, c'était une façon de penser, et ne plus penser industriel et penser cuisine. Et maintenant, je fonctionne que comme ça. Et tu as réussi à trouver des alternatives aujourd'hui ? Oh oui. Après, quand on aime cuisiner, ce qui est mon cas, c'est facile. Après, quand on n'a pas le temps, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai un boulot qui fait que je me déplace énormément. Et quand je suis en déplacement, ça commence à être compliqué. Au début, ma valise était rangée de façon, une partie mes vêtements et une partie tout ce que je vais manger quand je serai en déplacement. C'est vrai. Parce que souvent, quand je suis sur place, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller faire les courses. Cette année, j'ai entrepris une formation. Donc, je vais souvent à Paris pour ma formation, mais je vais aussi avec mes clientes. Et donc, pour ne pas avoir à craquer ou à céder pendant des déjeuners, souvent, les déjeuners se terminent par ma cliente mange et moi, je prends une tisane et je prends un petit truc à côté. Et souvent, je me déplaçais avec ce que je mangeais. Est-ce que les gens comprennent que tu aies ce rythme de vie-là, que ce soit ta façon de manger ou la maladie? Est-ce que les gens comprennent? Alors, c'est vrai que comme tu le disais, on en parle de plus en plus, mais ça reste encore très tabou. C'est difficile à faire comprendre? Ça dépend de la personnalité. Moi, au début, c'est quelque chose que je cachais beaucoup. Que je cachais beaucoup de prime abord, parce que c'est pas facile d'en parler. Les gens comprennent pas, forcément. Ils posent des questions. Par exemple, moi, aujourd'hui, je sais que mon fonctionnement, je fonctionne en one meal a day. Je ne mange qu'une fois par jour. Ouais. Il y a des périodes où je mange qu'une fois tous les 2 jours pour laisser mon corps au repos, parce que dès qu'on mange, ton corps travaille. Donc, du coup, il est en mode... moi, j'ai une pathologie qui fait que j'ai souvent des inflammations. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu ne manges pas ça? Oh, ça va. C'est pas ça qui va faire que tu auras mal. Si. Ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est agaçant. Au début, c'est très agaçant parce qu'on ne se sent pas compris et qu'on a l'impression de devoir se justifier, alors qu'à contrario, on dit pas aux gens, alors pourquoi tu manges du Nutella? C'est pas bon? Ils vont dire, parce que c'est bon, mais on va pas les embêter sur ça. Alors que quand on mange pas ou qu'on a un régime spécial, les gens posent des questions, ou alors ils comprennent pas, ou ils disent, on chipote. C'est ça, en fait. C'est le mot qui vient souvent. On chipote, on fait des manières, on est compliqué. Et de toutes les façons, je suis une femme compliquée, mais j'assume d'être une femme compliquée. La nana, en plus, dans la nourriture, c'est-à-dire que Tatiana, elle fait exprès, quoi. La nana, elle veut pas être comme tout le monde. Elle veut emmerder son monde et faire comme personne. Sauf que non, parce que après, c'est nous qui sommes seuls chez nous à être par terre, pliés en quatre, à pleurer, à appeler tous les saints pour venir nous sauver parce qu'on est sur le sol et qu'on ne trouve pas une position qui tempère la douleur. Moi, je sais que des fois, mon compagnon, il ne sait pas non plus quoi faire et je supporte même plus le lit. Je me mets par terre, je prends des coussins pour faire pression sur mon ventre, pour canaliser la douleur. Et même quand je fais tous les efforts du monde et que je suis super stricte, quoi. Donc, oui, c'est compliqué. Non, les gens ne sont pas souvent tolérants. De toute façon, l'être humain n'est pas très tolérant. Et il faut faire avec. Mais souvent, des fois, il faut s'imposer. Et quitte à des fois taper du poing sur la table et dire que c'est comme ça et pas autrement. Justement, pour des femmes qui nous écouteraient et qui auraient l'endométriose aussi et qui ne sauraient pas gérer cette partie de la maladie entre guillemets en société, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Par exemple, un déjeuner professionnel où cette femme sait qu'elle peut pas manger n'importe quoi parce que sinon elle va avoir une crise, elle va avoir mal. Comment tu lui dis de gérer cette situation, toi? De la gérer comme elle le sent déjà. Le plus important, c'est de s'écouter. Cette maladie, c'est vraiment... moi, j'explique que c'est tellement perso qu'il faut faire ce qui est bon pour soi et pas pour les autres. Et si les autres ne comprennent pas, c'est tant pis. Moi, je sais que lors de mes rendez-vous professionnels, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps. J'ai fait l'erreur une fois de déjeuner quand même, alors que c'était un menu imposé parce que c'était un repas avec ma société.
parce que je travaille aussi pour une marque de cosmétiques. Et j'ai subi les conséquences, mais la fois d'après, sous des airs de fille précieuse et qui fait attention à sa ligne, j'ai dit que je préférais ne pas déjeuner parce que je faisais attention à ma ligne, parce que j'avais pas envie de m'étaler sur la maladie et que c'était mon choix. Donc, quelque part, je fais ça aussi parce que, ça évite l'éducation et que ça rassure l'audimat par les gens à qui on est. Et puis, deux, ça me protège moi. C'est-à-dire que c'est mon jardin. Je sais que je suis dans une période où je jeûne parce que je suis en crise et donc j'ai pas envie de me justifier. Donc, je minaude en disant que je préfère ne pas déjeuner, que je vais m'accompagner avec un thé, ou clairement ne pas manger ni boire du tout. Et les gens, limite, là, ils posent pas de questions parce qu'ils se disent c'est bien, faire attention à sa ligne. Mais pas elle jeûne parce qu'elle a une maladie qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est, est-ce que des fois, tu as l'impression que c'est trop pour toi? Oui, je ne vais pas mentir, je sais qu'auprès de mes amis, j'ai une image de femme forte parce que, outre la maladie, j'ai quand même eu beaucoup d'épreuves difficiles dans ma vie. Mais je ne vais pas mentir, savoir que ça vient tous les mois, ça influe beaucoup sur le moral. Et au début, je n'acceptais pas d'avoir ces périodes de faiblesse. Mais aujourd'hui, je les accepte. Et si j'ai envie de craquer, de pleurer parce que j'en ai marre, je craque et je dis que j'en ai marre et je dis que c'est pas juste et je pète mon câble. Mon compagnon me regarde péter mon câble. Il me prend dans ses bras parce que je pleure et il me soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement, il y a beaucoup de couples qui vivent ça. Alors, tu me le disais quand on en a parlé, quand on a préparé l'émission, tu me disais, l'endométriose, c'est pas qu'une maladie de femme, c'est aussi l'homme qui vit avec cette femme. Comment, à deux, vous gérez ça? Au début, je me rappelle, quand j'ai rencontré mon compagnon, j'étais encore sous ménopause artificielle. Et du coup, j'avais aucun problème, tout allait bien, j'avais pas de menstruation. Pour lui, c'était ouh, c'était cadeau. J'étais trop content. Elle est dispo 30 jours dans le mois, elle n'a pas de douleur. Le gars, il était béni, quoi. Il était super content. Sauf que quand ça arrivait, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il s'est trouvé un peu dépassé parce qu'il ne connaissait pas la Tatiana d'avant qui, pendant 27 ans, avait eu des règles douloureuses, à vomir, à être par terre, etc. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, il était un petit peu dépassé. Et puis, c'est quelqu'un qui est très compréhensif. Donc, et puis là, il m'a déjà vu tomber parce que je suis maladroite, etc. Donc, il savait que j'étais pas chochotte. Donc, si j'avais mal, c'est ce que c'était. C'était vraiment ça. Ouais, c'était vraiment ça. Donc, c'est vrai qu'il était là. J'ai encore une scène, ça devait être au tout début de notre relation, où on était chez ses parents et je me suis mise par terre parce que je ne supportais plus le lit. C'est souvent ça, je ne sais pas pourquoi la douleur fait que je ne supporte pas du tout le lit. Et il s'est mis par terre avec moi. Il a pris plein de coussins et il a fait comme une espèce de petite cage autour de moi. Et il est resté avec moi par terre, à me caresser les cheveux, à m'apaiser. Et depuis ce jour, je crois que c'est ce qui a fait que je l'ai gardé. Mais parce que c'est pas facile pour les hommes aussi. Et souvent, les hommes, ils sont un petit peu, comment dire ça, mal à l'aise avec la notion de douleur, mal à l'aise déjà avec les menstruations, beaucoup chez les femmes. Mais les hommes n'aiment pas les femmes malades. Ils aiment bien avoir que le bon. Une nana jolie, qui s'entretient, qui fait attention à elle, mais surtout pas qu'il soit malade. Ça, ils n'ont pas envie de gérer ça. Et tomber parce sur que c'est dur à gérer? Pas seulement pour ça, mais je pense aussi que, clairement, entre guillemets, ça les embête, quoi. Ouais. Ça les embête, ça les intéresse pas. Pour la plupart des hommes. Mais c'est vrai que pour eux, c'est pas non plus facile d'être avec quelqu'un qui est souvent malade. Je pense que psychologiquement aussi, pour eux, c'est pas facile. Et je sais que souvent, au début, je demandais à mon compagnon, t'es sûr, tu veux rester avec moi? Tu sais, c'est tous les mois. Moi, c'est tout le temps le parcours du combattant. Et puis, j'ai pas que cette pathologie-là. Donc, c'est important aussi à eux, des fois, de leur demander comment ils vont. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que nous.
de faire attention à eux et de prendre soin d'eux aussi. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est là pour moi pendant les crises, mais quand je suis pas en crise, ben, je suis là à 3000% pour mon compagnon. Mais tu vois, ça c'est vraiment important de le souligner parce que peut-être que des femmes malades partent du principe qu'elles sont malades, donc ça doit aller que dans un seul sens. Mais comme tu le dis, il y a des périodes où ça va. Et même, je me dis que si... Alors, c'est vrai que moi, parlant de ça, c'est peut-être facile parce que je ne vis pas la maladie, donc c'est peut-être facile de le dire. Mais je me dis, comme tu le dis si bien, pour qu'il y ait un soutien, il faut que ça aille dans les deux sens. Et les moments où ça va un petit peu mieux, montrer qu'on est là aussi pour l'autre et que finalement, tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour rien et que l'amour est aussi là. Ah, mais totalement. Totalement. Enfin, moi, je sais que des fois, je suis en crise et il se met à faire des choses dans la maison, etc. Moi, je sais que quand je suis en crise, mon compagnon est adorable, c'est-à-dire qu'il range la maison, il me demande de rien faire et souvent je culpabilise de le voir, au début, on va dire qu'au début, je culpabilise beaucoup de voir tout faire. En fait, c'est ça aussi, vivre en couple, c'est partager les tâches et quand je vais mieux, je suis là à 3000%, c'est-à-dire qu'il me pose des questions, lui aussi, il travaille pour une société, mais il est aussi auto-entrepreneur. C'est être ensemble sur ces projets et c'est être une équipe. Alors, c'est pas toujours facile parce que il y a des fois où moi, je suis très désagréable. Quand j'ai mal et que ça ne se calme pas, on sait plus quoi faire, en fait. On sait plus quoi faire pour que ça se calme. Et du coup, rien peut être très énervant parce que c'est comme ça. Donc, au début, je culpabilisais d'être très désagréable. Maintenant, je ne culpabilise plus du tout. Mais à côté de ça, je m'excuse, je suis là pour lui, je lui apporte beaucoup de soutien. Des fois, je lui dis, quand je fais des nuits blanches et qu'il fait des nuits blanches avec moi, et si moi je vais mieux, même quand je suis en crise, parce que la crise, c'est pas en mode tout le temps t'as mal, tu as des périodes d'accalmie, mais c'est comme l'œil d'un cyclone, et puis tout d'un coup, ça repart. Mes périodes d'accalmie, je suis au petit soin avec lui, je vais lui faire un petit thé, je vais lui faire à manger, je vais lui dire merci. Et c'est super important parce que ce n'est pas un dû. Ouais. Pour moi, je ne vois vraiment pas ça comme un dû. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de se lever pendant la nuit pour me faire des bouillottes. Il n'est pas obligé, quand j'ai mal, il pourrait dormir tranquillement dans son coin, me tourner le dos et me laisser gérer ma douleur toute seule. Donc, à côté de ça, je suis très reconnaissante, mais vraiment. Et je t'en parle et ça m'émeut parce que c'est la première fois que j'ai un compagnon qui est comme ça et je montre vraiment beaucoup ma reconnaissance. Et lui, il a beau me dire non mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal parce que il y a des hommes qui ne feraient pas autant que lui il fait. Et notamment, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de groupes sur l'endométriose sur Internet, etc. Et il y a des femmes qui ne sont pas du tout reconnaissantes et qui se retrouvent seules parce que soit le compagnon n'arrive pas à gérer avec elle la douleur ou alors ça se passe très mal, ça détruit le couple parce qu'il y a aussi un aspect qui est un peu tabou qui est la sexualité avec la maladie, puisque la maladie est clairement dans ton couple, elle s'immisce dans ton couple, donc c'est pas facile à gérer. Donc pour moi c'est vraiment important de savoir lui dire merci, de prendre soin de lui au maximum parce que c'est normal et parce que lui, il prend soin de moi. Et aussi de comprendre que, par exemple, des fois, il a des besoins, moi, je ne suis pas dispo, ou parce que je suis trop fatiguée, parce que la maladie, ça fatigue énormément. Moi, je sais que ça m'épuise parce que je gère beaucoup sans médicaments. Donc, quand tu passes une nuit entière à avoir mal et à gérer, c'est des nuits blanches. Hein, donc, il faut les récupérer. Souvent, je ne récupère pas parce que je travaille beaucoup. Donc voilà, faut être reconnaissant et rien n'est acquis en fait. C'est pas un dû. Qu'il soit là pour moi, qu'il fasse des nuits blanches avec moi, c'est pas un dû. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment important qu'il sache déjà que merci et puis que moi aussi, si lui il n'était pas bien, qu'il était malade, j'aurais été là de la même façon à 3000%, de la même façon pour lui. Ça, c'est cool. Est-ce que tu aurais un conseil, un message à un homme qui nous écouterait et qui souhaite aider sa femme mais qui est perdu,
qui est perdu parce qu'il comprend pas, parce qu'il sait pas, et peut-être que la communication est un petit peu compliquée dans son couple, parce que je pense que quand on arrive à se parler, à se dire les choses, à mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça peut être plus facile, mais des fois on n'y arrive pas parce qu'on est dépassé par ce qui se passe. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à lui donner à cet homme-là qui nous écoute? Le premier conseil que je pourrais lui donner, c'est de communiquer. Moi, je sais que la communication, c'est vraiment quelque chose de très important. Et que souvent, il peut être dérouté par la situation. Donc, de communiquer, d'y aller tout doucement. Souvent, les femmes, elles ne sont pas très à l'aise avec ça. D'écouter et puis, pourquoi pas, lui aussi, de se renseigner. Moi, je sais que mon compagnon, après, c'est sa nature. Il s'est beaucoup renseigné sur la maladie. Et puis que s'il est vraiment amoureux de cette femme, d'embrasser, de se dire que c'est pas juste ce mois-ci, de prendre en compte que la maladie, ce sera là tout le temps. Par exemple, mon compagnon a téléchargé l'application Flow sur son téléphone. Donc, du coup, il me dit « Ah, tu auras tes règles dans 7 jours. » ou « Ah, t'as mal. Ah, c'est normal, tu es en PPM. » Il a sur son téléphone. Donc, des fois, j'ai mal. Je me dis, mais mince, pourquoi j'ai mal? Il me dit, mais si, regarde, tu as J-9 et d'habitude, les douleurs arrivent à J-10. Donc, des fois, c'est lui qui me génial. Dit. D'accord. C'est lui qui me dit pourquoi j'ai mal. Donc, c'est du travail, en fait. C'est vraiment du travail. Et c'est pas facile. Ce sera tout le temps facile. Mais quand on s'aime, c'est aussi avoir le côté difficile. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de se parler. Et que lui, s'il a des frustrations, s'il y a des choses, de le dire, parce que nous, on ne peut pas deviner. Hein. Ouais. Les femmes sont très intuitives, certes. On est plus intelligentes qu'eux aussi. Mais on n'est pas voyantes. Non, ouais, on n'est pas voyantes. Donc, s'ils ne nous disent pas, on ne peut pas deviner. Donc, des fois, ça peut créer des tensions dans le couple, tout simplement parce qu'il y a des non-dits. Moi, je sais que mon compagnon, il ne parle pas beaucoup. Et des fois, je dois y aller, quoi. Je dois y aller, lui demander. Et des fois, il me dit, non, mais ça va, t'inquiète. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit, non, mais je ne veux pas t'embêter. Mais si, embêtez-nous. Enfin, on est déjà suffisamment embêtés avec nous-mêmes. Donc, c'est bien des fois de se déconcentrer de nous et être centré sur quelqu'un d'autre. Ouais. Tu me disais que tu pratiquais du sport, on en a parlé, mais tu m'as aussi dit que ça t'arrivait pendant tes séances de sport d'avoir mal avant, pendant et après. Donc j'avoue que moi ça m'a quand même choquée parce que me connaissant, moi si j'ai mal avant, mais je ne mets pas un pied dehors, c'est même pas imaginable. Donc pourquoi t'infliges ça à ton corps? Je ne sais pas. En vrai, bon, en toute honnêteté, c'est vrai que j'aime beaucoup le sport, notamment j'aime beaucoup courir. C'est un peu mon antidépresseur, entre guillemets, c'est un peu mon moteur. Quand je vais courir, je me vide la tête, je me réorganise et je place les choses. J'inflige ça à mon corps parce que si je ne le fais pas, comme je t'ai dit précédemment, l'endométriose, c'est un peu comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que si tu n'entretiens pas la maison, l'araignée tisse sa toile, elle fait sa vie et tu te retrouves avec des toiles d'araignée partout. L'endométriose, c'est ça. Sauf que c'est souvent, j'en parle avec certaines femmes, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on a mal, on ne va pas faire de sport. La maladie prend de la place, donc on a encore plus mal, on finit par pas faire de sport. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Donc, des fois, j'ai mal et je me force. J'y vais. Pendant que je le fais, j'ai mal. Sauf qu'une fois que mon corps est un peu chaud, la douleur diminue, s'atténue, ou pas. Il n'y a pas longtemps, je suis allée courir et j'ai eu mal du 1er au 5e kilomètre, mais je l'ai fait quand même. Donc, je me suis arrêtée des fois 2-3 fois. Au 1er kilomètre, quand elle est arrivée et qu'elle m'a lacéré le ventre, j'ai un sanglot qui est sorti, mais tout seul, que je n'ai pas contrôlé. Donc, je l'ai laissé sortir. Mais je ne me suis pas arrêtée parce que je me suis dit, si tu ne le fais pas, je ne sais pas comment expliquer. Après, c'est ma façon de fonctionner parce que j'ai un mental comme ça. Et beaucoup d'amis me disent que j'ai un mental qui est fort, mais c'est parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Et que quand je me suis décidée, aujourd'hui, tu vas courir tant, ce jour-là, je m'étais dit que j'allais courir
10 km. J'en ai couru 7, mais je l'ai fait quand même. Et ben, ça a marché parce que après, autant j'ai eu mal pendant 5 km, mais de toute la journée, j'ai pas eu mal. Alors que je serais restée à la maison, j'aurais subi la douleur du matin jusqu'au soir. Donc, est-ce que finalement, le mental, c'est ton meilleur anesthésiant, finalement? Clairement. Ouais. Clairement. Mon mental, c'est vraiment mon meilleur anesthésiant. Par exemple, cette année, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir beaucoup plus de déplacements qu'avant, parce que mon métier, enfin mon entreprise se développe, mais je me déplace beaucoup plus et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé d'octobre à janvier parce qu'il y avait les fêtes et Black Friday, etc. Et mon corps était fatigué et donc du coup, mes crises étaient vraiment très violentes. Et j'ai profité du confinement pour faire des choses que je voulais faire avant, c'est-à-dire m'octroyer des périodes de jeûne. Par exemple, j'ai jeûné pendant 1 semaine le mois dernier pour réduire mes inflammations. Et ça a marché parce que ça paraît bien, mais de 10 jours de douleur, j'en ai eu que 7. Et sur 7, il n'y en a eu que 3 où c'était vraiment insupportable. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Non, mais c'est même pas une petite victoire, c'est genre la grosse victoire. Avec mon chéri, limite, on a fait la fête dans la maison, il était trop content. Et genre, je me dis, oh, regarde, je suis à J-7, j'ai pas mal. Et c'est ça, en fait. Et lui me disait, ah non, comment tu fais pour tenir? Et les 2 premiers jours étaient durs. Rester sans manger, sans boire, c'est dur, parce que sur 7 jours, je suis restée 4 jours sans manger, sans boire. Mais il me disait, ma force, c'est mon mental, en fait. Et c'est souvent ce problème que j'ai avec... je vais peut-être paraître intolérante, mais j'aime pas le côté je suis malade, je m'applique pas sur mon sort. Non, on est malade, ok, mais la maladie, ça ne nous définit pas. Et c'est pour ça que moi, je suis très... j'ai une pathologie, mais l'endométriose, c'est pas ma maladie. C'est une pathologie que j'ai, c'est pas moi. Moi, je suis Tatiana, je suis auto-entrepreneur, et la maladie, je vis avec. Enfin, en tout cas, elle vit avec moi parce que c'est moi qui... Et souvent, c'est ce que je dis. Je dis, mais attends, mais c'est pas toi qui vas diriger. Des fois, je lui parle. Hein. Je dis, mais attends, mais c'est pas toi qui vas diriger. C'est moi, je dis, j'ai ça à faire aujourd'hui. Et des fois, j'ai mal. La dernière fois, on a repeint toute la maison. J'avais mal. Je faisais des pauses. Mais je fais comme si je l'entends pas. Je mets de la musique à fond. Je mets de la musique de chez moi. Enfin, j'écoute du zouk, du dancehall, tout ça. Et en fait, d'être actif, c'est qu'on n'y pense pas. On n'est pas concentré sur nous. Et du coup, c'est des petites victoires sur la douleur. Et pour moi, c'est le plus important, en fait. C'est de ne pas laisser les douleurs nous définir, mais plutôt on les laisse cohabiter avec nous. C'est-à-dire qu'elles sont là en CDD tous les mois. C'est tout. Mais c'est super bien ce que tu dis parce que je pense que ça peut aider beaucoup de femmes qui sont perdues et qui sombrent dans la douleur justement parce qu'elle est là, elle est présente quotidiennement. Et essayer, alors c'est pas évident d'avoir ce mental d'acier, tout le monde ne l'a pas, mais essayer au moins petit à petit, step by step, se dire, voilà, aujourd'hui, alors je vais peut-être pas courir 5 km, mais aujourd'hui, je vais faire le tour du pâté de maison, juste pour m'aérer, juste pour déjà me sentir vivante. Je pense que ça peut faire énormément de bien. Et puis après, on a fait le pâté de maison, peut-être qu'on va accélérer un peu l'allure ou peut-être faire autre chose, faire du yoga, faire des choses comme ça. Je pense que ce que tu dis, c'est vraiment important parce que finalement, c'est un cercle vicieux de rester et juste regarder la maladie et la subir. Alors que quand tu fais autre chose, tu vis. Tu vis. Alors oui, la maladie est là et elle sera toujours là, mais au moins tu vis et tu t'épanouis dans autre chose. Exactement. Et ce que je disais, c'est que je ne demande pas à tout le monde d'aller courir parce que tout le monde n'aime pas ça déjà. Bien sûr. Pour beaucoup de gens, courir, c'est chiant. Mais de trouver des choses qui nous font plaisir. Moi, je sais que j'adore danser et que c'est la première chose que j'ai fait quand je suis venue vivre ici. C'est que j'ai cherché des écoles de danse. Bon, je n'ai pas trouvé, mais j'ai rencontré une prof de Zumba qui est géniale. Et des fois, quand je ne veux pas courir, je fais 2-3 cours avec elle de Zumba. On est nombreuses. Et pareil, faut pas s'enfermer dans la maladie. Au début, moi, je sais que c'est quelque chose que je cachais beaucoup parce que montrer qu'on est malade, c'est montrer une part de faiblesse. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça. Bon, j'essaie de travailler, de ne pas être dans le contrôle et d'être un peu plus dans la lâcher prise, mais je suis encore très loin du compte.
Euh, mais maintenant, quand j'ai mal, moi je sais que des fois, c'est bizarre pour les gens, ils te voient bien, souriante, tu danses, t'es à fond là, c'est tout d'un coup, t'es plié en quatre et tu pleures. Parce que quand ça arrive d'un coup, la douleur est tellement violente qu'elle te bloque en fait. Donc souvent, je me cachais ou j'allais dans les toilettes ou maintenant, entre guillemets, je dis oui, j'ai mal. Qu'est-ce que t'as? J'ai une pathologie qui fait que j'ai mal. Maintenant, ma coach sportive, elle sait que j'ai mal. Il y a des fois, c'est elle qui me dit non, non, Tatiana, t'es en crise depuis 2 jours, on fait pas de coaching aujourd'hui. Moi, je dis si, si, si. Si, c'est programmé, je fais. Des fois, c'est elle qui me dit non. Il y a des fois où clairement, je ne peux pas parce que ça fait 2, 3 jours que j'ai pas dormi. Mais des fois, j'y vais et pendant le coaching, on est en train de courir, je m'arrête. L'alarme, elle sort toute seule parce que je vais pas mentir, hein, l'alarme, elle sort. J'ai accepté de montrer cette faiblesse-là à ma coach, mais souvent, je lui montre que j'ai cette faiblesse-là, mais c'est pas, ça me définit pas. Et, Ouais. et finalement, au lieu d'être perçu comme quelqu'un qui a une pathologie, la pauvre petite, au contraire, on est perçu comme des femmes fortes. Il faut être fier de savoir gérer cette douleur, ne pas la laisser nous envahir. Donc, c'est petit pas par petit pas, trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous font bouger. Et en même temps, quand on bouge, ça fait du bio mental et on est moins centré sur sa douleur, moins centré sur soi. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, il y a des filles qui sont atteintes de façon beaucoup plus grave que moi et qui ont dû arrêter de travailler. Moi, je ne vais pas mentir, c'est très, très handicapant pour le travail. Là encore, je parle avec des collègues, des fois je travaille, mais quand je suis en période de crise, il faut compter la période de crise, mais la semaine d'après, parce qu'en fait, ça fatigue tellement que la semaine d'après, on a zéro énergie. Donc, j'ai une copine qui me dit souvent rigolant, non, mais toi, t'es opérationnel une semaine dans le mois. Parce qu'une fois, je lui avais dit, non, mais moi, je suis bonasse une fois dans le mois. Une seule fois dans le mois, c'est pas gonflé. Je suis pas gonflée, mon ventre, il est plat, j'ai pas de douleur. Mais c'est aussi ma période où j'ai mon seul regain d'énergie. Donc, quand cette période-là, elle dure 10 jours, cette période-là, je rattrape tout mon retard, je me mets productive à fond. Mais pour ça, il faut vraiment se donner un coup de pied dans les fesses. Et donc, des fois, j'y arrive pas. Donc, des fois, je demande à mon compagnon de me donner ce coup de pied dans les fesses. Donc, au lieu de procrastiner, parce que la maladie peut aussi beaucoup procrastiner, de me motiver, de me forcer, de me dire, viens, tu t'assieds au bureau avec moi et on bosse ensemble. Ouais. Donc, il y a un sujet aussi qui est assez délicat quand on parle d'endométriose, c'est l'enfant, avoir un enfant. Toi, tu conçois les choses comment? Est-ce que tu en as déjà parlé avec ton compagnon? Est-ce que tu t'es déjà renseigné? T'as pas d'enfant aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué avoir un enfant quand on a l'endométriose? Oui, c'est compliqué. Moi, je sais, aussi loin que je m'en souvienne, quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais pas d'enfant, que j'adopterais. Je ne sais pas pourquoi j'avais cet adage dans ma tête. Et puis, la question s'est posée en décembre 2012, quand le médecin m'a dit que de ce qu'il avait à l'IRM, les dégâts sont... J'ai plus une hémorragie interne, donc pour lui, mes trompes sont bouchées, il va devoir tout me retirer. Et là, de se dire qu'on me prend ce droit-là, ça a été très dur. J'ai tellement pleuré, jusque même sur la table d'opération, elles ont commencé à m'endormir, les infirmières. Je leur ai dit non, vous ne m'endormissez pas, je vais voir le chirurgien. Et je l'ai supplié, je lui ai dit s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas prête. Et à partir de là, c'était quelque chose qui a commencé à me travailler. Parce que dire qu'on n'en veut pas, c'est une chose, mais quand on nous retire le droit, c'est totalement différent. Oui, parce que là, tu as le choix. Quand tu dis que tu ne veux pas, c'est un choix, c'est un droit. Et quand on t'impose quelque chose que tu n'as pas choisi, c'est différent, effectivement. Exactement. C'est exactement ça. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser la question, mais peut-être que j'aimerais en avoir un. Et puis, j'ai rencontré mon compagnon, où je me suis dit, un petit bout de nous deux, mais je savais dès le départ, et mon médecin m'a prévenu que ce serait le parcours du combattant, puisque je l'ai rencontré au moment où j'étais en fin de période de ménopause artificielle. Mes règles sont revenues, et dès que mes règles sont revenues, mon utérus, il a refabriqué des fibromes, refabriqué l'adénomiose. Et là, il m'a dit, et là, par contre, c'est ce que je reproche un peu aux médecins, c'est de nous mettre cette pression. Parce que moi, du coup, j'avais déjà 30 ans.
et elle me dit ah oui, mais avec vos pathologies, c'est maintenant ou jamais. Sauf que on va pas faire un bébé parce que le médecin nous dit de nous faire un bébé. Enfin, ça dépend où est-ce qu'on est ça dépend où on est dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Moi, je sais que je préparais mon départ pour le. Au début, c'était la Suisse, mais après, ça a été le Luxembourg parce que mon compagnon a créé une start-up là-bas. Mais c'était ça. J'ai dit, mais non, mais il me dit de faire un bébé, mais. Et puis lui, il n'était pas prêt. Bah oui, ça aussi, ça se fait à deux. Bah oui, ça se fait à deux. Je vais pas lui dire, écoute, mon coco, mon médecin, il m'a dit que c'est maintenant. Donc, non. Et d'ailleurs, je me rappelle, il était venu avec moi et il était un peu mal à l'aise parce que mon gynéco, qui a été mon chirurgien que j'adore, hein, Dr Dia, d'ailleurs, c'est un très bon médecin qui a la clinique Saint-Paul à Martinique, lui a dit, en le regardant, bon, ben, faut s'y mettre. Et moi, le coup de pression. C'est ça, le coup de pression. Je me suis retrouvée à être mal à l'aise et du coup, à le rassurer après dans la voiture, à en parler en rentrant à la maison en disant, non, mais t'inquiète, c'est pas parce que mon médecin t'a dit ça que j'en veux un maintenant. Et nous, le problème, c'est que nous, les femmes, on a cette horloge qui tourne, quoi. Enfin, ce qui nous met la pression, parce qu'on se dit, moi, j'ai 36 ans, la réserve d'ovocytes, elle diminue, et c'est vrai que c'est compliqué. Nous, je sais que si on en veut, c'est le parcours du combattant. Cette année, on a fait des tests tous les deux pour savoir où on en est. Et moi, le médecin m'a dit, oui, avec l'état de nos adhérences, même si par contre mon endométriose a diminué avec toutes les choses que j'ai mises en place pour avoir moins mal. Mais voilà, c'est FIV. Je sais que pour certaines, c'est vraiment le parcours du combattant. En tout cas, celles qui ont vraiment ce désir profond d'être maman, moi, c'est pas mon désir profond parce qu'au début, ça l'était pas. Mais c'est vrai que quand on commence à nous dire que c'est compliqué, que peut-être que je ne vais pas pouvoir en avoir, ben, ça crée comme un désir. C'est un peu l'esprit de contradiction. Je ne sais pas comment te dire. C'est ça, c'est non, comme je dire, comprends. ah ben, tu vois, comme on me dit que je ne vais peut-être pas pouvoir en avoir, ben non, ben comment ça je ne peux pas en avoir? Ben si. Et je reste convaincue. Et moi, je sais que je n'ai pas envie d'être dans ce processus-là, de faire du FIV, de faire des injections. Je n'ai vraiment pas envie de ça. Donc, si je dois en avoir, ce sera de façon naturelle. Et j'en ai parlé avec mon chéri, je n'ai pas envie d'infliger ça à mon corps. J'ai déjà assez infligé parce que j'ai eu beaucoup d'opérations. Mon corps, il est plein de cicatrices et que j'ai envie aussi d'avoir un corps on fleek, quoi. Je m'attelle à faire du sport et tout ça. C'est pas pour être à nouveau dans des injections, des cycles hormonaux, des réglés, etc. Donc, je lui ai dit, OK, il nous a dit ça. OK, il nous a dit qu'il faut déjà commencer à faire les processus, les demandes, etc. pour les prises en charge pour la FIV. Mais j'en ai parlé avec lui. Moi, je ne veux pas être dans cette démarche-là. Donc, si je dois avoir un enfant, il arrivera. Et ben, si je ne peux pas, ben, j'adopterai. Mais je comprends que pour celles qui ont ce vrai désir au fond d'elles, qui ont toujours voulu être maman, que c'est difficile et compliqué. Et j'ai toute ma reconnaissance parce que c'est vraiment, vraiment un parcours du combattant. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait, alors ça se fait, hein, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait vraiment mettre une lumière sur cette maladie pour que la science puisse faire son travail et développer tout ce qui serait remède et peut-être même un jour vous guérir de cette maladie. Ce serait vraiment une victoire. Ah, mais totalement. Et il y a quelque chose qui m'a profondément dérangée. Moi, je sais qu'en Martinique, avant que je vienne vivre ici au Luxembourg, j'avais commencé à me renseigner pour le fait de pouvoir congeler ses ovocytes. Et la France ne le fait pas. Et c'est vrai que je trouvais ça pas juste parce que des pays qui sont juste à côté, la Belgique, l'Espagne le font. Et je pense que les femmes devraient avoir ce droit, comme le fait de... Moi, je sais qu'il y a une époque, je prenais tout à la dérision parce que je n'acceptais pas la maladie. Et je disais, non, mais c'est pas grave, j'irai aux États-Unis, je ferai appel à des mères porteuses. Je me rappelle, j'étais rentrée en fait de chez le médecin et j'avais plus rien bon coup dans la voiture. Et puis, du coup, ma belle-sœur m'avait dit, non, mais t'inquiète, moi, je supporterai ton bébé. On ira faire ça à l'étranger. Et ce qui m'agaçait, c'est que toutes les solutions n'étaient pas possibles en France. C'est-à-dire qu'il y a d'autres femmes qui sont atteintes d'endométriose
Et même en Union européenne, on peut faire plein de choses, mais en France, on ne peut pas. Et le problème, c'est qu'il y a un âge limite pour geler ses ovocytes. Et dernièrement, j'en parlais avec mon gynéco. Il m'a dit, oui, mais là, c'est trop tard. Vous avez 36 ans. Si on touche à votre réserve d'ovocytes, ça va être compliqué. Et je trouve ça navrant sachant qu'il y a cette maladie mise en lumière. Eh bien, la France met encore plein de règles, plein de barrières qui empêchent à ces femmes qui sont atteintes d'avoir des solutions. Et je trouve ça vraiment dommage. La France devrait plus démocratiser certaines choses au lieu de mettre des règles et des lois à la con, alors que c'est notre corps et on devrait pouvoir faire ce qu'on veut avec. Ouais, je suis totalement d'accord, mais je pense que le problème vient justement de ce tabou qu'il y a autour de la maladie et tant que ça restera un tabou, malheureusement, les solutions seront compliquées à trouver, malheureusement. Mais j'espère très sincèrement qu'on y arrivera parce que, comme tu le dis, il faut aider ces femmes qui sont dans la maladie et qui souhaitent avoir des enfants ou qui souhaitent juste faire ce qu'elles veulent de leur corps, quoi. C'est important. Je suis totalement d'accord avec toi et d'ailleurs, j'aimerais que ces femmes... En fait, le problème, c'est que la France, et pas que la France, hein, on est tellement tourné vers l'industrie pharmaceutique qu'on ne donne à ces femmes que cette solution-là, alors que c'est pas vrai. Il y a tellement d'autres solutions, mais c'est tellement plus facile de dire oui, si vous ne prenez pas le traitement, vous aurez toujours mal. Si vous ne prenez pas la pilule en continu, vous aurez toujours mal, alors que non. Aujourd'hui, il y a plein de groupes sur Internet, sur Facebook, qui disent que non, en faisant attention à son alimentation, en enlevant les aliments pathogènes, les aliments inflammatoires, le gluten, le lactose, etc., on peut avoir moins mal, on peut enlever des adhérences. Moi, je sais qu'en 3 ans, mes fibromes ont diminué de taille. Bon, j'en ai plus, mais par exemple, mes adhérences, j'en ai beaucoup moins. J'en ai vraiment beaucoup moins. Parce que j'ai mis plein de choses naturelles en place et on cache ces choses-là à ces femmes-là et on leur donne que des solutions chimiques, que des solutions médicales. Et des fois, l'ablation totale de l'utérus et je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas mieux et de façon aussi naturelle. Parce que souvent, non seulement elles sont malades avec la maladie, mais elles sont malades parce que les traitements ont tellement d'effets secondaires, comme le Luthéran, ou beaucoup de femmes dans tout le monde, mais il a tellement d'effets secondaires que c'est insupportable. Et qu'on ne leur laisse pas le choix, en fait. C'est ça que je trouve ça dommage, c'est qu'on ne leur parle pas. Et j'ai trouvé ça génial quand mon gynéco m'a dit oui, mais alors, dans ces cas-là, il faut limiter les viandes qui ne sont pas bio. Est-ce que tu as enlevé le gluten, Tatiana? Est-ce que tu as enlevé le lactose? Parce que tout ça, c'est inflammatoire. Et quand je lui dis que je l'avais enlevé, il était super content. Et je lui disais, mais j'ai rencontré très peu de médecins qui parlent de la maladie comme ça, en ces termes-là, en préconisant de se soigner naturellement et d'enlever certains aliments de son alimentation. Mais de toute façon, je pense que le naturel, il n'y a rien de mieux, peu importe ce que l'on a. Alors bien sûr, ça ne guérit pas tout, ça ne sauve pas, mais des fois, ça peut soulager. Et comme tu le dis, voilà, en faisant attention à ce que l'on mange, en prenant des produits naturels, des fois, ça soulage. Ah, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, de toute façon, tout est dans la nature. C'est l'homme qui a transformé, mais tout est dans la nature, donc il faut juste se renseigner. Alors c'est vrai que c'est du temps, de prendre le temps, mais on passe souvent plein de temps sur son téléphone, donc il suffit juste d'aller dans Google. Google, c'est notre ami, de faire des recherches. Donc, c'est vrai. Donc, de prendre 1 heure de son temps sur Facebook, mais de se renseigner sur sa maladie, de toute façon, c'est du bien qu'on fait à soi. Alors des fois, on n'a pas envie. On a envie d'être comme tout le monde, mais c'est soit on décide d'avoir moins mal, ou alors on a mal, mais on se tait. Parce qu'on ne peut pas avoir mal comme ça et continuer à faire des choses pas bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Si on veut avoir moins mal, faut faire les choses pour. Même si on fait petit à petit, je ne dis pas du jour au lendemain de tout changer, mais au moins de se donner la peine d'avoir moins mal. Parce que de toutes les façons, la médecine n'est pas encore suffisamment avancée pour nous guérir. Et en plus, c'est encore tabou. Il y a encore des médecins qui disent encore que limite c'est une maladie imaginaire. Il y a encore des gens qui disent que l'endométriose n'a rien à voir avec le système hormonal ou la thyroïde, etc. Alors que c'est totalement lié. Donc autant
être solidaire entre nous, femmes qui avons l'endométriose, et se renseigner entre nous, s'apprendre entre nous, se donner des conseils entre nous et avancer ensemble. Parce que vous êtes finalement les plus aptes à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez, et puis ce qui marche aussi, et donc aider les autres. Totalement. Par exemple, un truc tout bête, comme demande, souvent me dit, mais attends, mais t'as mal, mais t'as pas si mal que ça, enfin. Et en fait, c'est sur des forums où il y a eu des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà eu des accouchements difficiles et des douleurs d'accouchement. Et il y a des femmes qui disent qu'elles préfèrent 1 milliard de fois la douleur d'une contraction que la douleur d'endométriose. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, donc j'ai vraiment mal en fait. Avant ça, les gens me disent tellement, non mais ça va, c'est pas non plus... au sein même de ma famille, il y a des gens à qui je parle plus parce que ils sont pas compréhensifs et qu'ils n'ont pas envie d'entendre, et que de toutes les façons, ça peut jamais être aussi douloureux que ce que eux ils ont vécu. Sauf qu'ils sont pas de place. Ils sont pas de place. Ils me disent, non mais attends, moi j'ai accouché, j'ai eu un accouchement qui a duré 24 heures. Tu peux pas me dire que tes douleurs c'est plus fort que ça. Alors au début je dis je sais pas, je sais juste que ça me met par terre. Moi je sais que ma coach une fois m'a dit, quand je te vois avoir mal et te plier en quatre, j'ai l'impression que tu as une contraction. Mais en fait mon médecin m'a dit que c'est comme une contraction, sauf que ça dure plus longtemps et ça fait même plus mal. Le truc avec les contractions, c'est qu'une fois que le bébé il est sorti, on n'a plus mal. C'est ça. L'endométriose, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de bébé qui sort, ça continue. Et j'ai vu plusieurs témoignages comme ça, de femmes qui ont des enfants qui ont dit que pour elles, les pics de douleur d'endométriose font beaucoup plus mal que les contractions. Et c'est là que je me suis dit, finalement, quand j'ai mal, j'ai vraiment mal. Parce qu'on se met des fois à douter. Notre entourage nous disent tellement, mais ça peut pas être si douloureux que ça, qu'on se dit, ça se trouve, j'extrapole sur ma douleur, ou j'ai pas si mal que ça, ou je suis chochotte. Dans ma tête. On n'est pas des chochottes. On n'est clairement pas des chochottes. Après, moi, ce qui me dérange avec les gens, c'est de vouloir comparer les douleurs. Chacun ressent la douleur comme il la ressent, et pour moi, c'est tellement déplacé de dire non, tu ne peux pas ressentir plus que moi parce que moi, j'ai vécu ça. Non, il y a des gens qui vont avoir un accident et qui vont te dire non, la douleur, ça a été. Puis un autre qui, la douleur sera pour le même accident, la même pathologie, le même truc, qui sera à terre, plié. Mais peu importe, en fait. Peu importe si la personne te dit qu'elle a mal, elle a mal, point barre. Exactement. Exactement. Si quelqu'un te dit qu'il a mal, mais il a mal, point barre. Et moi, je me rappelle, moi, je pense que mes médecins me disent que j'ai une forte tolérance à la douleur, parce que moi, quand j'ai mal, je fais quand même. Je me rappelle, j'ai été opérée, j'ai une ouverture de 20 cm sur le bas du ventre quand j'ai eu des tumeurs. Et moi, dès le lendemain, je voulais marcher. Sauf que non, on ne trouve pas de 20 cm sur le bas du ventre avec agrafe plus point de suture, etc., sachant qu'on a dû remettre tous les organes en place parce que j'avais une montée d'organes. Moi, dès le matin, je me suis levée et j'ai voulu marcher. Et j'avais mal, J'étais pliée comme une grand-mère, mais je voulais marcher. Je pleurais en marchant, mais il fallait que je me sente vivante, Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai une très forte tolérance à la douleur. Mais je m'en doutais déjà un petit peu avant parce que j'ai des pathologies. Mais ce qui est agaçant, c'est tous les gens qui disent mais tu peux pas avoir. Et les gens sont toujours dans un concours de oui, mais moi j'ai eu ça. J'ai eu ça. Toi, c'est pas aussi grave que ça. Et non, il faut savoir respecter chacun à ses douleurs. Il faut juste être tolérant par rapport à ça. Puis c'est personnel, c'est tellement personnel. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un non, toi, ça peut pas être plus douloureux que ça. Toi, tu me chochottes. Et le problème, c'est que l'être humain a le jugement tellement facile qui manque des fois d'humanité, et il faut savoir être tolérant aux gens par rapport à ça. Moi, je sais que des fois, je suis un peu tolérante aux gens qui se plaignent tout le temps. J'apprends à l'être plus parce qu'ils ont le droit de se plaindre, mais pas se complaindre. Oui. Mais c'est vrai que la douleur, c'est tellement perso que on peut pas savoir, en fait. On n'est pas dans le corps de l'autre, donc on peut pas savoir. Ouais. C'est parce que moi je suis dure envers moi-même que des fois je
je me refuse d'avoir mal et que du coup, je me force à faire du sport, je me force à aller des rendez-vous. Des fois, je sais que je suis en crise et que je ne devrais pas aller à ce rendez-vous-là parce que je risque d'être mal à ce rendez-vous-là. Et je prends la voiture, je me retrouve à être arrêtée sur le bord de la route où mon compagnon s'inquiète, il m'appelle et il me dit « mais tu devrais être rentrée, t'es où ?» Je suis garée sur le bord de la route parce que je suis incapable de conduire. Parce qu'appuyer sur l'embrayage, appuie sur mes douleurs, etc. Mais à côté de ça, tu sais que tu es vivante. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un peu maso, je pense. Je suis un petit côté un peu maso. Mais non, mais je comprends. Là, on arrive à bientôt 1 heure de conversation super intéressante. Si on ne devait retenir qu'une chose de ton expérience, ce serait laquelle? Si tu avais un message à faire passer ou si tu voulais qu'on ne retienne qu'une chose, ce serait quoi? De ne pas laisser... vraiment, je pense que ce serait de ne pas laisser la maladie nous définir. C'est-à-dire que c'est une maladie, mais ce n'est pas notre maladie, on l'accepte comme locataire de notre vie et qu'il ne faut pas perdre espoir et puis de vivre, en fait. De vivre. C'est-à-dire que quand elle est là, d'accepter qu'elle est là, mais de vivre. Si on a des projets, de les faire. Si on a envie de se renouveler, de le faire. Et que de ne pas laisser la maladie nous en empêcher. Alors oui, des fois, on sera fatigué, mais on fait quand même. C'est-à-dire que, voilà, avec la maladie, moi, j'ai passé un nouveau diplôme, j'ai fait plein de choses. J'ai peut-être pris un peu plus de temps que d'autres, où il y a eu des fois où j'ai été plus lente que d'autres, mais de faire quand même, de ne pas s'en empêcher, et c'est vraiment le plus important. C'est-à-dire qu'on la laisse être locataire de notre vie, et encore, on est gentil, parce qu'on peut la virer quand on veut, mais c'est surtout notre vie, c'est le plus important, ce qu'on veut faire et de ne pas mettre de côté des projets, ne pas se dire quand j'irai mieux, je ferai ça. Non, on fait, et même si on fait plus lentement, on fait quand même, parce qu'après on regrettera et on se dira oui, j'ai laissé la maladie prendre le pas sur ma vie. Donc c'est le message que je donnerai à toutes ces femmes, c'est de ne pas perdre espoir et d'essayer d'être le plus positif possible, de trouver des choses qui nous rendent heureux avec la maladie en petite location dans notre vie. C'est tout. Je trouve que c'est une magnifique conclusion. En tout cas, vraiment, merci de m'avoir accordé cette pause. J'en ai appris beaucoup et c'est vrai que ça remet plein de choses en place. Merci à toi, Tatiana. Et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Moi aussi, je t'embrasse fort et vraiment merci pour ce moment de partage, les deux, et à bientôt. À bientôt. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur 2 sur iTunes et Spotify.